Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je ne vais pas appeler ça un vlog lecture, je vais plutôt appeler ça un update ou un demi-vlog lecture étant donné que nous sommes déjà jeudi après-midi. Je crois que c'est de pire en pire hein, l'ouverture des vlogs, mais en fait là ça va être un petit peu compliqué durant les 2-3 semaines à venir. Donc comme vous savez j'ai repris le travail lundi, mais comme vous voyez je suis encore chez ma mère à Uzès. En fait il se trouve que dimanche j'ai eu une journée de pré-rentrée assez compliquée, on va pas se mentir. En plus j'ai été un petit peu malade aussi ces derniers jours, comme je vous avais dit j'ai une angine. Il se trouve que je ne vis plus dans l'appartement dans lequel j'étais à Montpellier. Ça a été très soudain, vous vous en doutez, sinon j'aurais eu le temps de me retourner pendant mes vacances et d'essayer de trouver un appartement à Montpellier. Donc là actuellement je fais les allers-retours Uzès-Montpellier tous les jours. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de vous prendre avant et parce qu'en fait aussi je n'ai pas eu le temps de lire. Je vais pas vous cacher que de faire 3 heures de route par jour c'est fatigant, sachant qu'en plus il y a 3 soirs où je finis à 20h30 donc je vous laisse imaginer hein, forcément, et le matin les bouchons à Montpellier, voilà, c'est pas la joie. Je sais aussi, attention, que je ne suis pas la seule à faire des longs trajets pour aller travailler et pour revenir, ça j'en suis totalement consciente et je dis pas ça pour être plein, loin de là. Je sais que c'est temporaire, j'espère que ça va durer maximum 3 semaines, le temps que je trouve un autre appart à Montpellier. Donc là ça va être un petit peu désordre au niveau des vlogs lecture, je vais essayer de faire mon maximum pour vous tenir informés et peut-être vous prendre uniquement sur mes jours de repos, donc le jeudi et le dimanche. Ça va être un peu brouillon, mais bon écoutez, c'est temporaire et après je reviendrai en force. C'est vrai que quand c'est pas forcément prévu, ça met un petit peu la pression. Il faut aussi que je trouve un petit temps d'adaptation. Bien que ce soit, comme je vous ai dit, temporaire, il faut quand même que je trouve mes marques et que je prenne aussi un petit peu de temps pour moi. Mais l'avantage de faire beaucoup de route, parce qu'il y en a quand même un, hein, malgré tout, c'est que je peux écouter des livres audio dans la voiture. Et ça c'est un très gros avantage parce que du coup j'en écoute pendant à peu près 3 heures dans ma journée, ce qui fait que le livre avance plutôt vite. Donc j'ai commencé à écouter Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier que j'ai aux éditions Albin Michel. Donc là c'est le tome 1 parce que en fait il a sorti le tome 2 où on va suivre encore les enquêtes de Valentin Verne. J'ai vraiment bien avancé dans la lecture audio, je suis au chapitre 18, soit la page 151 sur 356. Pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture, ça change énormément de ce que je peux lire habituellement de par déjà l'époque dans laquelle se situe cette histoire, étant donné que ça va se passer en 1830 à Paris. On sort tout juste des journées révolutionnaires du mois de juillet qui a eu lieu. Il y a Louis-Philippe donc, qui devient le nouveau roi des Français, et en fait c'est un petit peu compliqué parce que le pays est très divisé. On a d'un côté les bonapartistes, les royalistes, les républicains, enfin voilà, on est vraiment dans une atmosphère de tension politiquement parlant. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce Paris-là, que nous allons suivre l'inspecteur, le jeune inspecteur Valentin Verne, qui est de base en fait à la police des services des mœurs et qui va être muté à la brigade de sûreté et qui va devoir enquêter, élucider des morts un petit peu étranges. Il va y en avoir toute une série et qui ne sont pas considérés comme des meurtres, plutôt comme des suicides, mais qui révèlent quand même une part de mystère, une part un petit peu de... je dirais pas surnaturel, mais vraiment il y a quelque chose d'anormal. Valentin est vraiment très jeune et souvent il n'est pas pris au sérieux. C'est quelqu'un de très solitaire, qui a un petit peu de mal avec le contact humain, mais qui se sent très proche plutôt des enfants. Il n'a pas du tout de mal à communiquer avec eux, pardon. C'est quelqu'un également qui ne s'intéresse pas vraiment aux femmes. Et en parallèle de l'enquête qu'il doit mener, il est obsédé par la traque d'un criminel, par la traque d'un homme que l'on appelle le vicaire. Et ça fait des mois et des mois qu'il essaie de retrouver cet homme-là. On n'en sait pas vraiment plus sur cet homme, en tout cas là où j'en suis, on n'en sait pas vraiment plus, si ce n'est qu'on nous en parle via le journal intime d'un jeune garçon qui s'appelle Damien et qui a été victime du vicaire, en tout cas victime de son
d'un emprisonnement, on va dire, du vicaire, et qu'il a tout écrit dans un journal intime. Mais voilà, on ne sait pas, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce que... Alors on sait ce qu'il a fait subir à Damien, mais est-ce que Damien est... On suppose qu'il est mort, mais on ne sait pas comment, et qu'est-ce que... Enfin voilà, il y a encore beaucoup de flou autour de cet homme-là. Et là, pour le moment, en tout cas, le Valentin Verne va devoir un petit peu délaisser sa traque, sa chasse à cet homme, pour se concentrer donc sur l'élucidation de ces morts suspectes. Donc voilà, pour le moment, comme je vous disais, j'aime beaucoup parce que ça change énormément de ce que je peux lire habituellement, que ce soit dans les romans policiers ou dans les thrillers, de par l'époque. Et c'est vrai qu'on est très loin de la technologie, des transports, voilà, d'internet et compagnie, et je trouve que ça coupe un peu, ça change un peu, et c'est sympa de revenir à des méthodes un petit peu plus traditionnelles. Là, on est vraiment dans un Paris pavé. En plus, ça se passe en automne-hiver, donc il y a de la brume, il y a du brouillard. Vous avez encore les cabriolets, vous avez les hauts de forme, un petit peu de gentleman, vous savez, dans le comportement des hommes. Alors c'est certes, oui, forcément patriarcal, tout ça. Et il y a aussi tout ce qui est le contexte politique qui est très présent dans le livre. Et en fait, c'est une époque que je mets beaucoup en comparaison avec l'Angleterre et à Londres des années 1880 avec Jack l'Éventreur. C'est un petit peu, vous voyez, la même ambiance, et ça, en fait, ben, j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment... Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans la lecture. Donc ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé. Et je pense que de toute façon, avec 3 heures d'écoute par jour, j'aurai fini d'ici la semaine prochaine. Ensuite, concernant ma lecture papier, j'ai l'impression de vous l'avoir présenté 1 milliard de fois, mais je suis toujours dans ma lecture de Aranea, la légende de l'empereur, écrit par Alexandre Murat et publié aux éditions Fleuve Noir. J'ai quand même un petit peu avancé ce matin, j'ai pas mal lu. Je suis à la page 251 sur 357. J'espère vraiment le finir avant la fin du mois de septembre. Je pense que c'est un petit peu jouable. Là en soi, cet après-midi, j'ai pas grand chose à faire, donc je pense que je vais un petit peu me poser, je vais l'avancer au maximum pour le terminer et vraiment vous donner mon avis d'ici dimanche. Je vous avais dit que j'aimais déjà beaucoup dans le vlog précédent, c'est toujours le cas pour le moment, bien que j'avance doucement, mais c'est vraiment pas une question d'aimer ou non la lecture, c'est vraiment par rapport au temps que là je peux consacrer actuellement à lire. Donc là je vais pas vous en reparler, je vous en reparlerai vraiment quand je l'aurai terminé, je vous referai peut-être un petit résumé et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Et enfin, pour clôturer cette introduction slash update lecture, il y a quelques jours j'ai été contactée par les éditions Le Héron d'Argent qui m'ont gentiment proposé de m'envoyer un livre parmi une liste, une sélection. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition et pourtant ils font vraiment de très très beaux livres. Ils sont surtout ciblés vers tout ce qui est l'imaginaire, monde imaginaire, mais alors franchement, je vous invite à aller voir leur site internet ou leur Instagram, je vous mettrai les liens en description. Mais vraiment, il y a une finition des couvertures, des livres, même à l'intérieur, il y a des illustrations, c'est vraiment magnifique, c'est de très très jolis livres. Et ils font également des thrillers, et bien évidemment, j'ai choisi un thriller. Alors ça a été... non sans difficulté parce que honnêtement je voulais tout prendre tellement que les livres sont magnifiques. Mais j'ai fini par choisir Le Tueur des Contes de Fées de Jess Cahan, donc aux éditions Le Héron d'Argent. De quoi parle ce livre? Eh bien je vais vous lire les quelques phrases qui servent de résumé. Un prêtre guidé par une foi absolue, un serial killer obsédé par les contes de notre enfance, des jeux pervers, un passé trouble. À Bruxelles, des meurtres macabres déciment la jeunesse dorée. Et si le tueur des contes de fées était envoyé par le diable? Autant vous dire qu'il m'a beaucoup tenté. Il n'y a pas trop d'illustrations si ce n'est... Alors oui, j'ai une jolie petite illustration d'un chat avec une petite elfe dessus. Je sais pas si vous verrez bien. Oui. J'ai trouvé ça trop mignon déjà pour vous dire combien ces éditions vraiment c'est magnifique. Je vous invite vraiment à aller voir leur site. Et voilà, un petit marque-page, ça fait toujours plaisir, on n'en a jamais assez. Donc je vous disais que dans mon livre il n'y a pas vraiment d'illustration, si ce n'est, voilà, vous voyez les chapitres avec les en-têtes, des petites branches par là, et à chaque page on a
Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en plus sur la tranche il y a... Au début j'ai cru qu'il était abîmé, qu'il avait été sali et en fait pas du tout, c'est tout à fait normal. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en parler davantage. Et surtout, si ce n'est déjà fait, restez connectés sur Instagram si vous êtes déjà abonné à mon compte, sinon je vous invite à le faire. Donc c'est le livre du bonheur. Parce qu'il se pourrait que les éditions Le Héron d'Argent et moi, on vous concocte une petite surprise d'ici la fin du mois d'octobre. Donc surtout, restez bien connectés. Voilà, je vous ai présenté les 3 livres que je voulais vous présenter, vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Je pense revenir vers vous, honnêtement je pense pas avant dimanche et ça sera un vlog update lecture qui risque d'être assez court mais malheureusement actuellement c'est un petit peu compliqué comme je vous ai dit, mais voilà ça va s'arranger, tout va rentrer bientôt dans l'ordre je l'espère. Mais je voulais pas cesser quand même de faire les vlogs lecture parce que je venais à peine de m'y remettre, donc ça aurait été vraiment dommage que je mette ça entre parenthèses, sachant que je prends toujours plaisir à en faire, donc voilà. Nous sommes mardi matin et je viens vous faire un petit update lecture. Je crois que ce vlog va durer en fait 15 jours et je vous le sortirai après parce que j'ai pas trop le temps de lire et j'ai peur que ce soit vraiment pas intéressant si je vous sors qu'une semaine. Donc voilà, je pense que je vais faire ça et ça sera sans doute beaucoup mieux pour vous. Je suis quand même contente parce que le dernier jour de septembre, donc là on est le 4 octobre et donc le 30 septembre, j'ai pu lire un livre en entier. Voilà, genre la chose inespérée. Alors, je l'ai pas lu, en fait je l'ai écouté en audio parce que ça a duré 1 heure, donc c'est le temps d'un aller. Et je me le suis mis dans la voiture, il s'agit du Horla de Maupassant. Donc là c'est les éditions Folio Classique, mon édition. Vous savez que je suis fan de ces éditions là à l'ancienne, notamment avec les tableaux qui y sont représentés en première de couverture. Et d'ailleurs je trouve que c'est une des plus belles éditions du Horla. Je crois qu'après il y en a qui l'ont édité avec un tableau de Courbet, et bien d'autres éditions, mais je trouve que celle-ci c'est vraiment la meilleure. J'ai trouvé cette lecture audio tout simplement sur YouTube, gratuit, accès libre. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de l'écouter, parce que honnêtement je peux concevoir que moi dans cette édition là je pense que je ne me serais pas risquée à le lire parce que comme vous voyez c'est quand même écrit petit, et bon là le fait que je fasse de la route forcément ça m'a motivée à l'écouter. Et en fait je me rends compte que... Oh punaise, c'est quoi tout ça? En fait je me rends compte, donc là cette édition est de 1986, mais donc il y a la préface et si vous voulez le Horla fait 56 pages, il fait que ça. Et ensuite il y a Amour, 3 pages du livre d'un chasseur, il y a Le Trou, il y a Clochette, Le Marquis de Fumerolles. Tout ça je ne sais pas ce que c'est, tout ce qui reste en fait. Est-ce que ce sont des extraits? Est-ce que... Je sais pas du tout, faudra que je regarde du coup. J'avais pas ouvert mon livre jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour vous dire donc que là c'est une nouvelle fantastique qu'a écrit donc Maupassant. Donc on parle de fantastique en fait quand il y a irruption d'un élément irrationnel dans un cadre tout à fait rationnel. Donc en fait c'est quand l'histoire s'inscrit dans notre monde à nous et qu'il y a donc un élément qui va venir bouleverser le cours des choses, et c'est donc un élément irrationnel donc, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans notre monde. Dans cette histoire, on va suivre du coup un personnage qui va écrire en fait son journal intime, donc c'est vraiment l'instant T. On ne connaît je crois même pas la date de l'année à laquelle il écrit. Mais voilà, un beau jour ça va commencer, je crois que ça commence le 8 mai. Alors c'est pas tous les jours qu'il écrit, c'est pas tous les mois, mais je crois que c'est quand même très... ça se passe en 4-5 mois max l'histoire. Et donc c'est très rapide, c'est un rythme quand même qui est très saccadé. Et ça va être auto-centré sur le personnage. Au début,
tout va bien, et ensuite il va très très vite, il va tomber malade, il va devenir fiévreux, il va mal dormir, il va donc aller chez le médecin qui va lui donner des médicaments, enfin un traitement qui ne fonctionne pas. Il va décider de partir quelques jours de chez lui pour aller à Paris, pour aller dans une autre ville, où là tout de suite il va quand même mieux. Mais dès qu'il revient chez lui, il ne se sent pas bien, il dort mal, il a des cauchemars, comme un peu des terreurs nocturnes parce qu'en fait il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui le regarde dormir, qui s'assoit sur lui, qui l'étrangle. Donc il est vraiment vraiment pas bien. Et petit à petit cette folie va s'intensifier, cette paranoïa, cette peur qu'il y a en fait pour lui il est persuadé qu'il y a un danger qui rôde autour de lui, quelqu'un qui lui veut sa mort, qui lui veut du mal. Ça va découler du coup sur des réflexions de la part de notre homme. D'ailleurs on ne connaît pas son nom, enfin son prénom. Il va se demander si par exemple on est seul sur Terre. Pourquoi les humains en fait seraient les derniers hommes sur Terre? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres entités? Il va également se poser des questions, vous savez, sur le fait que nous, on ne voit pas tout ce qui nous entoure à l'œil nu. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont assez intéressantes. Il n'y apporte pas forcément de réponse, mais en tout cas, il s'interroge dessus. Donc au fil des jours, comme je vous le disais, sa folie va s'intensifier et il va même donner un nom à cette entité qui apparemment vit avec lui, qui lui veut du mal, et en fait il va l'appeler le Horla, vous vous en doutez bien. Le Horla pour lui c'est vraiment l'autre, c'est le double, mais un petit peu j'ai envie de dire le double maléfique. C'est celui qui vous veut du mal, c'est tout le versant négatif, celui qui va vous épier, tout le côté perverse. Et pour lui en fait c'est comme si le Horla signifiait justement la fin du règne de l'homme. Donc vous vous en doutez, ça va aller crescendo, 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 sa vie va virer au cauchemar, ses nuits vont virer, alors ça va être pire que du cauchemar, il va commencer à faire des expériences parce qu'il pense que quelqu'un du coup boit son eau dans le pichet qui est vide le matin alors qu'il était plein la veille au soir. Bref, c'est vraiment, il va vraiment développer un mal-être et bien évidemment... je ne vous dirai pas la fin, je vais m'arrêter là. Voilà, non pas que ce soit un grand suspense parce que je crois que ce livre est quand même très très connu, mais je vous laisse le soin de découvrir, ça vaut le coup, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Mais je vous en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. En plus c'était très très bien raconté, il y avait un petit peu d'effet, vous savez, de sonore, donc ça nous mettait vraiment dans l'ambiance. Et en fait, c'est vrai que quand on finit l'histoire, c'est tellement le point de vue du personnage, on n'a pas d'autre point de vue, on n'a pas d'autre explication que la sienne, que finalement on se dit mais est-ce que ce Horla existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est le fruit de son imagination ou tout simplement en fait de son trouble de la personnalité? Parce qu'en fait je pense que c'est ce dont l'homme est atteint, sauf qu'à l'époque on ne parle pas de troubles de personnalité, de maladies mentales, psychologiques plutôt. Est-ce que ce livre est vraiment du coup une nouvelle surnaturelle? Enfin surnaturelle, oui, fantastique. Ou est-ce que... est-ce qu'en fait c'est juste le personnage qui est atteint d'un trouble de la personnalité et voilà. Ça après je sais pas si... Peut-être que chacun peut l'interpréter à sa façon. Il y a apparemment dans la préface des éléments qui disent, enfin plusieurs personnes qui disent que il y a des éléments autobiographiques de la vie de Maupassant, c'est-à-dire qu'il était atteint de syphilis, d'ailleurs il en est mort, et qu'apparemment cette maladie lui donnait de très 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 gros maux de tête et parfois il pouvait sombrer, alors pas dans la folie, mais il pouvait avoir des hallucinations ou autres. Et donc il y en a qui disent qu'il a mis des éléments autobiographiques dans cette nouvelle-là. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je vous livre cette information là et vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé du coup ce livre-là. Ça faisait un petit moment que je voulais le redécouvrir. Il me semble qu'au collège ou au lycée, on avait assisté à une lecture du livre par un comédien. Mais je me rappelais que de la fin. Je me rappelais plus du tout du début ou de l'acheminement en fait de l'histoire pour arriver à ce final assez théâtral. Je vous le conseille vivement, voilà, par écoute c'est vraiment 1 heure ou sinon c'est environ 60 pages et je pense que ça vaut vraiment le coup parce que c'est très chouette et là en plus on est au mois d'Halloween donc pourquoi pas se lancer dans une petite nouvelle fantastique. Ça me conforte de plus en plus dans l'idée en tout cas que j'aime beaucoup Maupassant parce que j'avais eu un très gros coup de cœur pour Une vie
Je crois que je l'avais lu en tout début d'année. Là je redécouvre le Horla et honnêtement j'ai adoré, donc ça me motive à découvrir d'autres livres de cet auteur. N'hésitez pas à me faire des recommandations si vous en avez lu. Alors je sais que j'ai lu aussi La Parure hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu le Horla, si vous avez aimé et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette fin, sans trop spoiler dans les commentaires. Je peux enfin vous annoncer que j'ai terminé ma lecture de Aranea, la légende de l'empereur aux éditions Fleuve Noir, écrit par Alexandre Murat et qui est sorti fin septembre. C'est sans surprise, je vous l'avais déjà annoncé plusieurs fois, j'ai adoré cette histoire. Et honnêtement, alors je sais que je vais placer la barre un petit peu haut, mais pour moi c'est le nouveau Da Vinci Code. Voilà. Oui, je prends peut-être des risques en disant ça, mais j'ai adoré suivre Alex et Marie dans cette quête, dans cette aventure pour résoudre une énigme historique. J'ai été conquise par la plume de l'auteur, par le rythme de l'histoire. Vraiment, la dernière fois que je vous en ai parlé, il me restait un peu moins de la moitié, mais bien 180 pages. Et honnêtement, en fait, je l'ai lu dans l'après-midi, le jeudi après-midi, j'ai lu d'une traite la fin de l'histoire parce que les pages, je vous promets, elles se tournent toutes seules. Et en plus, je trouve qu'on a un confort du livre. Il est assez souple et franchement, il peut se poser sans souci, sans faute. Franchement, j'adore. Pour vous refaire un petit résumé de l'histoire, mais vraiment très rapide, nous allons suivre Alex qui est un historien spécialisé dans la période de l'Empire et qui est reconnu mondialement, et Marie qui elle est à la tête de son agence de sécurité, un petit peu privée. Tous deux vont être commandités par James Whistlemore qui est à la fois un marchand d'art, à la fois un homme d'affaires, qui est passionné par la période de l'Empire également et qui veut résoudre le mystère des 7 aigles de Napoléon. C'est des petits aigles en argent qu'il aurait distribués dans son entourage un petit peu avant sa mort. Et si vous arrivez à tous les réunir, eh bien au dos de chaque aigle il y a un symbole. Si vous arrivez à le déchiffrer, à le décoder, eh bien ça vous mènera à un trésor, et pas n'importe lequel, à un savoir universel de toute l'humanité, j'ai envie de dire, et bien avant la préhistoire. C'est un savoir qui est retranscrit dans un livre. C'est un livre qu'aurait eu en sa possession Napoléon lors de son expédition en Égypte et qui du coup en fait il aurait caché pour le préserver. Et c'est un livre qui s'inscrit dans une suite de 9 livres. Voilà, écrit par une 9 inconnue et qui se réfère à une légende de l'Inde, mais alors il y a des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Donc Alex et Marie vont se lancer dans cette résolution de cette énigme historique, dans cette quête pour aller retrouver ce livre. En fait, chacun des 9 livres a un thème précisément. Et il ne faut pas qu'il tombe dans de mauvaises mêmes parce que selon le thème du livre, honnêtement, ça peut faire des ravages, vraiment. Bien évidemment, ça ne va pas être de tout repos, ça va pas être facile parce qu'ils vont avoir des bâtons dans les roues très très souvent à cause d'un trafiquant d'art, Horacio Del Monte, qui lui aussi est un érudit de Napoléon, même un obsessionnel de Napoléon, et lui aussi veut mettre la main sur ces 7 aigles, mais pas pour les mêmes raisons d'ailleurs que Alex et Marie, parce que pour lui il recèle un autre trésor tout à fait différent des livres. Donc comme je vous disais, c'est très rythmé, très rythmé. On ne sait pas durant toute la lecture si cette légende qui a pris naissance en Inde sur ces livres existe vraiment ou pas, où cette quête va mener Alex et Marie. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent, le récit est très dense, plein d'actions, on ne s'ennuie pas et en fait j'ai adoré que ce soit vraiment une résolution de l'énigme, que ce soit les symboles qui sont dessinés dans le livre, donc on peut vraiment les visualiser et même presque essayer de les résoudre avec Alex, même si bon, on en est loin. Le tout sur un fond purement historique. L'auteur à la fin nous fait un petit débrief sur le vrai du faux, mais en soi, il y a beaucoup de vrai, tout ce qui concerne la vie de Napoléon, de son frère Joseph, de ses expéditions, de son exil à Sainte-Hélène. Beaucoup, en fait tout est vrai. Mais en revanche, je vous l'avais déjà dit, Alexandre Murat est un descendant direct du maréchal Murat qui a été le beau-frère de Napoléon. Et dans sa famille, ils ont un aigle
en argent de Napoléon qui se transmettent de génération en génération. Et c'est grâce à ce petit aigle qu'il a en sa possession qu'il a donc, il s'en est inspiré pour écrire son livre. J'ai beaucoup aimé le duo Alex-Marie, ils sont très différents mais très complémentaires parce qu'en fait ils vivent dans deux mondes totalement différents. Et franchement, ça change parce que Marie est très badass, contrairement à Alex. Alex qui, voilà, bah, lui c'est un historien, donc il a pas de goût du risque, l'action ça le connaît pas trop. Il a jamais travaillé au FBI contrairement à Marie, donc lui il est très sur la réserve, c'est pas du tout un homme d'action, lui c'est vraiment un homme plutôt intellectuel, et Marie elle mais vraiment excellente. J'ai adoré son personnage, elle est courageuse et tout, vraiment. Elle aime, c'est pas qu'elle aime prendre des risques, mais elle doit prendre des risques forcément pour des fois sauver leur peau. Et ça j'ai adoré, et d'ailleurs dans ce livre, toutes les femmes sont mises à l'honneur. Je les ai trouvées beaucoup plus badass que les hommes. Mais ça a été un gros plus dans l'histoire que j'ai apprécié, c'est que pour une fois les rôles sont inversés et c'est les femmes qui vont au secours des hommes. J'espère en tout cas, je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais j'aimerais vraiment retrouver Alex et Marie dans une nouvelle énigme historique parce que j'ai adoré ce livre. Et quand je vous dis que c'est le nouveau Da Vinci Code, je sais pas si j'exagère ou pas, sachant que je n'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film. Mais c'est vrai que là on est pareil, on est sur une énigme historique et qui mêle aussi l'art, qui mêle l'histoire, qui mêle des monuments historiques. Franchement il y avait tous les éléments nécessaires pour que j'aime cette histoire. Seul petit bémol, je pensais que ça allait être une histoire à double temporalité, donc on allait passer d'un chapitre dans le passé de Napoléon et le chapitre présent avec Alex et Marie. Ce n'est pas le cas. Je crois que dans le livre nous avons en tout 3 ou 4 chapitres qui nous font un petit flashback en arrière. Donc ce serait le seul petit bémol. Après peut-être que je l'avais imaginé comme tel et qu'à aucun moment on nous a parlé de double temporalité. Mais c'est vrai que vu qu'on avait mai 1821 dans le résumé et quelques lignes après novembre 2008, eh bien je pensais que ça allait être à double temporalité. En tout cas je vous le conseille à 1000%, ça a été une très bonne lecture, il se lit vraiment très bien. Et c'est très prenant, hein. Franchement c'est très addictif. Donc n'hésitez pas à le lire, je vous le conseille fortement et vous m'en direz des nouvelles si jamais vous le lisez. Comme vous le savez, j'ai été sélectionnée pour devenir partenaire HarperCollins Bien-être de l'année 2023. Je vous l'avais annoncé dans le vlog précédent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, et bien voilà, je vous refais l'annonce de cette bonne nouvelle. Et nous avons déjà reçu deux livres poche, de nouvelles parutions. Donc il y a Joëlle Goron, Trop jeune pour être vieille. Et il y a Jo Boaler, je ne sais pas trop comment on le prononce. Apprenez sans limite 6 principes pour muscler votre cerveau. Le premier du coup, trop jeune pour être vieille. Donc ça va être un petit peu comme le témoignage de deux personnes. Il va y avoir Joëlle Goron, je vais y arriver, et Delphine Appiou qui vont faire part un petit peu de leur expérience parce qu'elles ont passé la cinquantaine et en fait elles sont considérées comme vieilles aux yeux de la société. Donc je vais vous lire juste les quelques lignes en fait du résumé. Pourquoi dans une société où l'on vit de plus en plus longtemps, est-on considéré comme vieille de plus en plus jeune? Ça déjà, cette phrase, j'aime bien. L'impression de devenir invisible au regard des hommes à partir de 50 ans est-elle réelle? Comment éviter la déprime quand les enfants quittent la maison? Gérer un conjoint fraîchement retraité vissé à son canapé? Ou créer une relation enfin apaisée avec sa propre fille tout en trouvant son rôle de grand-mère? Attention, les nouvelles vieilles débarquent, elles sont fortes, dignes, libres et n'ont plus rien à prouver. Dans ce guide pratique émaillé de témoignages, Joëlle Goron, chroniqueuse au franc-parler bien connue, et Delphine Appiou nous font part de leur expérience. Amour, sexe, travail, santé, look, enfant, copine, un manuel plein d'informations, d'astuces et d'humour pour assumer son âge en toute fierté. Ça a l'air de se lire assez facilement parce que je crois qu'il y a même des petits quiz, des petits tests. Là je vois, test, votre mari est-il récupérable? Voilà, ça a l'air très fun comme lecture, c'est vraiment pas une lecture que j'ai l'habitude de faire. Mais ça je vous en avais parlé, ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort. Et vous, quelle copine êtes-vous? Voilà, franchement, ça peut être vraiment très sympa, c'est un livre qui est assez court, j'ai hâte de le découvrir quand même un petit peu. Et en plus, je l'ai reçu quelques jours après mon anniversaire. J'y ai vu comme un signe. Je sais pas comment je dois le prendre de la part de HarperCollins, vous voyez. Genre, je sais pas trop.
Mais en tout cas ça peut être très sympa et je pense même le passer ensuite à ma maman pour qu'elle aussi le lise parce que ça la concerne, ça la concerne hein, étant donné qu'elle a 50 ans passés et qu'en plus elle va être grand-mère. Donc le deuxième livre, il s'agit donc de Apprenez sans limite, 6 principes pour muscler votre cerveau de Jo Boaler. Et ça a l'air aussi super intéressant parce qu'en fait c'est un professeur d'éducation à l'université de Stanford et spécialisé de la neuroplasticité. Il a développé une méthode révolutionnaire pour en finir avec les préjugés sur nos capacités d'apprentissage. C'est vrai que souvent on nous dit qu'à partir d'un certain âge on a une mémoire qui va moins vite, où on peut aussi apprendre retenir moins d'informations du par cœur, que les langues pareil ça s'apprend plus jeune mais une fois qu'on grandit c'est beaucoup plus difficile d'assimiler une langue étrangère. Et là apparemment il va mettre fin justement à ces débats, à ces préjugés. En se fondant sur les dernières recherches en neurosciences, il propose 6 clés qui révèlent le potentiel extraordinaire de notre intellect, à commencer par 3 principes essentiels. Le principe numéro 1, notre cerveau est en perpétuelle croissance. Le principe numéro 2, nos erreurs sont nos meilleurs alliés. Principe numéro 3, nous pouvons changer notre cerveau en changeant nos croyances. Parler 3 langues, devenir une bête en calcul, jouer de la clarinette. Contrairement aux idées reçues, tout est possible, peu importe notre âge et notre QI. Il suffit de se lancer. Eh bien je vais me lancer. Là on est vraiment dans un livre, il y a quelques schémas forcément explicatifs et compagnie, mais on est vraiment voilà, dans le livre basique j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer d'autres pages si j'y arrive, voilà. Je pense que va y avoir quelques démonstrations. C'est peut-être un livre là que, autant celui-ci, je dis pas qu'il peut se lire d'une traite, mais voilà, vous le lisez genre le soir avant de dormir, ça peut être très sympa. Plus léger, j'ai l'impression en tout cas, que celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il va se lire chapitre par chapitre. Voilà, pour si c'est assez dense, assez chargé. Mais en tout cas, voilà, je vous parlerai quoi qu'il arrive de ces 2 lectures une fois que je les aurai commencées. Et sinon, écoutez, je suis toujours dans la lecture audio de Éric Foissier, Le Bureau des Affaires Occultes, aux éditions Albin Michel. Mon marque-page n'est pas du tout à jour. Je crois que je suis au chapitre par là 32. Pas du tout, je suis au chapitre 36, voilà. Donc 36 c'est la page 297 et je vous ai dit déjà qu'il en faisait combien. Ouf, j'ai mon accent qui est ressorti. 356, voilà. Donc franchement là il me reste peut-être 2 heures d'écoute. Donc d'ici jeudi je l'ai terminé, donc je vous donnerai mon avis final sur ce livre. Et enfin pour finir cette update lecture, je vous présente juste ma lecture en cours que je viens tout juste de commencer hier soir. Donc j'ai lu 30 pages avant de m'endormir. Il s'agit du livre de Diaz Kahn, donc Le Tueur des Contes de Fées, aux éditions Le Héron d'Argent, que je vous ai présenté en début de vidéo, étant donné qu'ils me l'ont gentiment envoyé. Ça, pareil, je vous en parlerai une fois que je l'aurai bien commencé, parce que là je suis à la page 27, hein, chapitre 2. Je peux pas trop vous en parler. Voilà, c'est tout pour moi. Ça a été peut-être un petit peu long quand même comme update. Finalement, j'avais quelques livres quand même à vous présenter. Je suis contente, là je suis contente. Il va être temps pour moi de finir de me préparer pour partir sur Montpellier, aller au travail. Et puis je vais essayer donc de vous reprendre dans la semaine, sans doute jeudi, étant donné que c'est mon jour de repos, pour faire un petit update lecture. Nous sommes jeudi, je vous prends pour faire un petit update lecture. Il se trouve qu'en fait, mardi après-midi en allant au travail, j'ai fini d'écouter Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, que j'ai donc aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai le lien de ma lecture audio en description si jamais cela vous intéresse, étant donné que c'est gratuit. Je pense qu'on est à ça du coup de cœur. Alors, je sais que ça fait pas mal de temps que je vous dis à chaque fois qu'on passe à ça, parfois d'un coup de cœur ou autre. Je me trouve en ce moment très exigeante sur les livres. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me trouve assez exigeante pour pas dire que ce livre a été un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans une période assez vraiment exigeante. J'espère que ça va bientôt changer.
Mais voilà, ce livre je l'ai beaucoup aimé, je vais rester sur le même avis que j'ai eu mardi midi, enfin mardi matin quand je vous en ai parlé un petit peu plus. Ce livre m'a totalement transportée dans le Paris des années 1830, dans ce climat politique très très tendu, dans ces crimes un petit peu mystérieux et irrationnels que doit résoudre notre cher inspecteur Valentin Verne. C'est un personnage même auquel je me suis beaucoup attachée. J'ai adoré le découvrir à travers cette enquête, découvrir son passé, découvrir cet homme. C'est un homme qui est très solitaire et qui a des manières bien à lui d'enquêter. Des manières des fois un petit peu orthodoxes, hein, qui sortent des sentiers battus. Et ça va parfois le conduire dans des situations assez périlleuse, on va pas se mentir. C'est également quelqu'un qui est très attiré par les sciences, par la médecine. Vous savez que c'est un siècle quand même où il y a une grande évolution, que ce soit scientifique, médecine, technologie. C'est en plein essor, il y a plein de découvertes qui sont faites. Et Valentin va beaucoup s'y intéresser parce qu'il a été élevé par un père qui était là-dedans. Donc c'est vrai que parfois les personnes qui l'interrogent ou même les médecins légistes qu'il va côtoyer ne s'attendent absolument pas que ce jeune inspecteur, qu'ils appellent donc un fonctionnaire de la préfecture, soit en capacité de comprendre ce que le médecin légiste raconte, mais surtout soit en capacité d'interagir et d'approfondir certaines discussions, voire même de donner son avis. Et ça, c'est super intéressant. Et qui dit progrès de la science, de la médecine, forcément les meurtres, eux aussi, vont évoluer, ils vont s'inscrire en fait dans leur temps, tout simplement. Et donc, c'est sur ces meurtres-là que Valentin va devoir enquêter et élucider donc une grosse part de mystère, étant donné qu'il y a des personnes qui meurent de façon tout à fait étrange et de façon assez irrationnelle. En parallèle de ça, on va suivre le journal intime de Damien, qui est un jeune garçon qui est tombé en fait dans les griffes du vicaire. Le vicaire, donc c'est un personnage, apparemment c'est un homme d'église, et c'est quelqu'un qui fait subir des atrocités à Damien, qui est enfermé dans une pièce et qui est enfermé depuis des années. Et c'est grâce à ce journal intime que nous allons en apprendre davantage sur ce vicaire, et des années après, Valentin est à sa poursuite. Ça fait des années qu'il essaie de traquer ce vicaire pour venger Damien, pour venger tous les enfants qui sont tombés dans ses griffes et qui ont subi des atrocités. Donc au début, c'est vrai que je comprenais pas trop qui était cet homme, qu'est-ce qu'il faisait là, est-ce qu'il avait un rapport avec l'enquête, et puis petit à petit, forcément ça s'éclaire et on a un petit peu plus d'explications à son sujet. Il y a donc beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce livre, que ce soit l'ambiance, l'époque, les personnages ou encore l'enquête. Et finalement, il y a peu de choses que j'ai pas aimées, voire en fait je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un petit peu de longueur à un moment donné dans le livre, vers la moitié du livre, mais c'est peut-être parce que j'étais pas vraiment concentrée à ce moment-là dans ma lecture audio, peut-être. Mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et alors, une fin spectaculaire, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais à 2000 lieues de m'imaginer cette fin-là. Et en fait, c'est vrai que j'ai pris cette lecture avec beaucoup de... En fait, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette lecture audio. Et j'ai pas forcément essayé de comprendre ou de chercher... le coupable, de comprendre le comment du pourquoi. Non, franchement, je me suis laissée bercer par cette écoute-là. Et donc forcément, je suis tombée de très très haut à la fin de ce livre. Et autant vous dire que je vais me procurer le tome 2 très très vite, parce que je ne peux pas en rester là, je ne peux pas rester sur cette fin. Donc voilà, ça a été une très très bonne lecture. On sait déjà sur quoi à peu près va se baser le tome 2, hein, l'histoire du tome 2. Il n'y a pas de surprise, déjà parce qu'il y a le sous-titre qui nous en dit beaucoup sur la prochaine enquête de Valentin Verne, mais je ne vais pas en parler pour quand même que vous ayez la surprise si vous ne l'avez pas vu passer. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette lecture, je vous le conseille, vraiment, je vous le recommande vivement. Je pense que la lecture du livre doit être aussi agréable que la lecture audio. Les chapitres sont assez courts, c'est très accrocheur, franchement, il n'y a rien à dire.
Très très belle découverte de ce livre. Sinon, je suis toujours dans ma lecture de Le Tueur des Contes de Fées. J'ai pas forcément beaucoup avancé, donc j'espère mettre un petit coup d'accélérateur aujourd'hui étant donné que je suis de repos. Et puis j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Oui, alors toujours un livre qui fait partie de ma pile à lire de cet automne. Pour le moment je m'y tiens parce qu'il y avait le Horla, il y avait le Bureau des Affaires Occultes et il y a Stephen King, Cimetière, que j'ai donc aux éditions Le Livre de Poche. Lecture audio que j'ai commencé hier soir en rentrant, donc j'ai écouté environ 1h30. Ça représente pas grand chose parce que le livre est quand même conséquent, il fait 634 pages. Il y a de quoi faire et je suis à la page 83 au chapitre 10 de la première partie. Et autant vous dire qu'il me reste beaucoup d'heures d'écoute parce que je crois qu'en tout il y a à peu près 18 heures d'heures d'écoute, quelque chose comme ça, donc j'ai de quoi faire. Je vais vous faire un petit résumé du coup de l'histoire. Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les amène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les traces sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. Donc là, à peu près dans l'histoire, j'en suis au moment où la famille Creed va faire la visite avec leur voisin, donc Jude Crandall, de ce fameux cimetière où sont enterrés donc les animaux domestiques de cette petite ville, et ce depuis des générations et des générations, puisque je crois que ça remonte bien avant 1914, quelque chose comme ça. Vous allez aussi bien trouver des ratons laveurs que des chats, que des chiens, que d'autres animaux, mais je ne me rappelle plus lesquels. On sent qu'il y a des petites choses qui se dessinent à l'horizon. Il y a des petites choses qui mettent un petit peu mal à l'aise, où on se dit oulala, s'il dit ça, c'est que s'il les prévient, ça pue. Mais petit à petit, donc on va commencer à rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Après, c'est clair que pour les personnes qui n'aiment pas Stephen King, je sais que c'est un peu à double tranchant Stephen King, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors après, faut pas faire une généralité sur tous les livres parce que j'en ai pas beaucoup lu. J'ai lu Cujo il y a des années, il faudrait que je le relise. J'ai lu Dolores Claiborne, j'avais pas du tout aimé, et autant j'ai lu Salem l'année dernière au mois d'octobre et j'avais adoré. J'aime bien me garder un petit Stephen King sous la main pour le mois d'Halloween parce que c'est vrai que ce sont des histoires qui font toujours un petit peu frissonner, donc ça c'est plutôt sympa. Après c'est sûr que si vous aimez pas les descriptions, passez votre chemin. Voilà, d'ailleurs je crois que c'est souvent pour ça qu'on n'accroche pas à la plume de Stephen King. C'est aussi une plume qui est très directe, très franche. Parfois elle peut paraître un peu grossière, j'ai envie de dire, mais moi j'aime bien. Franchement, pour le moment, bon, cette histoire j'aime bien, et c'est vrai qu'à part Dolores Claiborne qui m'a déçue, j'ai bien aimé mes 2 autres lectures de lui, donc j'espère que celle-ci je vais l'aimer. En tout cas, vous avez été beaucoup à me dire que vous avez lu ce livre et que vous l'avez beaucoup aimé, contrairement à Salem d'ailleurs. Donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu avancé. De toute façon là je vais l'écouter durant tous mes allers-retours, donc je pense que je vais l'avancer assez vite, mais j'en aurai sans doute pour une bonne quinzaine de jours quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre-là, si vous l'avez aimé ou non, et n'hésitez pas à me recommander un Stephen King aussi, le Stephen King que vous avez adoré, parce que j'en ai pas lu beaucoup. Alors s'il vous plaît, me dites pas Shining, parce que je sais que Shining, je vais le lire très prochainement. Enfin non, pas très prochainement, mais c'est prévu que je le lise. Voilà, je suis fan du film, alors je sais qu'il y a un fossé entre le livre et le film, mais voilà, me conseillez pas Shining parce que je veux le lire, mais conseillez-moi plutôt d'autres livres de cet auteur parce qu'il m'en manque beaucoup à découvrir. Sinon écoutez, c'est tout pour moi. Je vais continuer ma petite journée. J'ai des petites choses à faire quand même par-ci par-là, pas mal sur l'ordinateur, la paperasse et tout, c'est pas fun, mais il faut le faire, au moins c'est fait. Et je me réserverai un temps de lecture du coup dans l'après-midi pour lire, pour avancer surtout Le Tueur des Contes de Fées, et je reviendrai très vite vers vous pour vous en parler.
samedi matin, bien qu'on dirait qu'il fasse nuit, mais non, en fait il fait juste pas beau, donc j'ai allumé la lumière. Je vais pas tarder à partir au travail, j'ai commencé un petit peu à m'habiller et tout ça, mais il faut que je finisse de me préparer. J'en profite pour vous prendre pour clôturer déjà ce vlog et pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours, donc Le Tueur des Contes de Fées. Je vous en ai pas du tout parlé en fait parce que j'ai énormément de mal à avancer. Non pas que je n'aime pas l'histoire, mais c'est juste que j'ai pas trouvé de temps pour me poser vraiment et lire, et ne pas lire juste un chapitre par-ci par-là. Donc là je suis à la page 94 sur 313. Donc c'est pas, franchement j'ai pas beaucoup lu. Mais je peux déjà un petit peu vous en parler, en tout cas vous donner les grandes lignes de ce livre. Nous allons suivre le père Arthur Mavunzi, qui un jour va être agressé par un homme en capuche, enfin il va pas du tout pouvoir l'identifier. Et cet homme en question va lui chuchoter qu'il aimerait qu'on l'appelle le joueur de flûte et qu'il doit trouver une inspectrice en Belgique, c'est Corinne Vangelart, pour en fait le lui dire. Et donc c'est ce que va faire le père. Il va se rendre en Belgique, sachant qu'en fait le joueur de flûte communique avec le père Arthur. Il lui laisse des photos, il lui laisse des coupures de presse qui évoquent le tueur des contes de fées. Donc je vous laisse imaginer que ce tueur de contes de fées mettait en scène ses victimes comme dans des contes de notre enfance, et s'en prenait notamment à la jeunesse dorée. Du coup le père Arthur arrive à avoir un entretien en fait avec Corinne Vangelard, lui explique ce qui lui est arrivé, lui explique voilà, que le joueur de flûte veut se faire appeler le joueur de flûte, et en fait là Corinne tombe un peu de haut parce qu'elle ne le croit pas. Elle lui dit mais le tueur de contes de fées, je l'ai tué il y a un peu plus d'1 an à Varsovie, c'est moi-même qui l'ai tué. Donc en fait il n'existe plus et il n'y a pas de joueur de flûte qui existe, enfin genre non c'est mort. Elle fait la sourde oreille, elle veut vraiment pas y croire, elle veut rien entendre, jusqu'à ce que il y ait un meurtre, et un meurtre que s'approprie donc le joueur de flûte, qui lui aussi s'inspire des contes de notre enfance pour tout mettre en scène, et lui aussi vise la jeunesse dorée. Donc là forcément l'inspectrice n'a plus de raison de ne pas croire le père. Donc elle se dit ok c'est le joueur de flûte, mais pour elle ce n'est pas le vrai tueur de contes de fées étant donné qu'elle l'a tué. Elle se dit que c'est un imitateur, enfin un copycat, que c'est peut-être un complice qu'avait le tueur de contes de fées, mais que ce n'est pas, ça ne peut pas être lui parce qu'elle l'a tué. Mais là elle va se remettre un petit peu en question, elle va remettre en question son enquête passée en se disant est-ce que j'ai pas fait une erreur, est-ce que c'était sûr que c'était lui. Et elle va aussi se questionner pourquoi le joueur de flûte, comme il veut se faire appeler, passe par un père pour se faire entendre à la police, pourquoi il lui donne des indices en avant-première, pourquoi lui en fait. Est-ce que ça a un rapport avec son passé? Parce qu'apparemment le père Arthur a un passé, il vivait en République du Congo pendant la guerre civile. Et on sait qu'à un moment donné dans sa vie, il a dû partir à Rome en catimini, et de façon assez urgente. Mais on n'en sait pas plus sur sa vie. Il n'y a que sa hiérarchie qui est au courant de son passé, mais l'inspectrice soupçonne que ce soit en rapport avec ça que le joueur de flûte contacte notre cher père Arthur. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire de l'histoire. C'est vraiment les premières pages, il n'y a pas de spoil, il n'y a rien. Je vous épargne même de vous dire le conte qu'a utilisé le joueur de flûte pour mettre en scène son premier meurtre. Mais en tout cas, pour le moment j'aime bien. Je vous avoue que en fait dans les chapitres vous avez voilà, vous avez par exemple dans un chapitre vous avez une petite ligne qui va séparer. Va y avoir un saut de ligne et ensuite vous allez passer, par exemple on passe facilement du père Arthur à l'inspecteur à une autre personne, et en fait au début les premières pages c'était assez confus. Et comme je vous ai dit, j'ai pas pu me poser et lire d'affilée ces 90 pages, donc je reprenais à chaque fois mon histoire. Et au début, c'est vrai que j'étais là en mode mais je comprends pas vraiment, c'est qui ce père, il fait quoi. Il y a les dates, il y a les heures aussi qui sont indiquées à chaque chapitre.
Et puis en fait finalement c'est bon. Ça rentre dans l'ordre parce qu'on se dit mais on parle du tueur du conte de fées, du joueur de flûte, est-ce que c'est la même personne, pas la même personne, bon. Et en fait au final ça va, ça rentre bien, le contexte est mis en place, les personnages aussi, l'intrigue aussi, donc c'est bon, on comprend. Et franchement pour le moment j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, ça se lit assez facilement, c'est très sympa, on a envie de savoir. On a vraiment envie de savoir qui est ce joueur de flûte, est-ce que c'est vraiment le tueur des contes de fées que l'inspectrice a tué la mauvaise personne ou pas. Enfin franchement c'est très sympa, il y a le doute qui plane en fait au-dessus de cette lecture. Donc je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine parce que cette lecture va m'accompagner la semaine prochaine. En tout cas voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce vlog slash update lecture vous a plu. Finalement j'ai commencé à monter et j'ai vu que ça allait être une vidéo assez longue, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas je suis plutôt contente parce que finalement sur 15 jours je suis arrivée à faire un contenu assez intéressant avec des lectures un petit peu variées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des lectures qui vous ont interpellé, s'il y en a que vous avez déjà lues, aimé ou pas aimé, c'est toujours ça. Et voilà, j'espère que vous avez passé 15 jours avec des bonnes lectures, que vous avez tout simplement passé 2 bonnes semaines. Dites-moi si vous avez fait une pile à lire pour cet automne ou pas, si vous vous réservez vous aussi des petites lectures en octobre avec l'ambiance Halloween et compagnie. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog lecture.